Royaume, roman consacré aux premiers pas du christianisme, sort en format poche. Son auteur, écrivain journaliste, pape du non-fiction novel, en français le roman non fictionnel, fait l'événement à chaque nouvel ouvrage. Tout de suite, Emmanuel Carrère en 90 secondes et 3 mots. Si Emmanuel Carrère s'est lancé dans un péplum sur les premiers chrétiens, c'est parce qu'il a traversé une crise de mysticisme aiguë il y a plus de 20 ans, qu'il n'hésite pas à comparer à de la folie. Une folie qu'on retrouve dans la plupart de ses livres, comme La Moustache, plongée dans l'absurde d'un héros qui se rase la moustache sans que sa femme ne remarque rien, ou encore L'Adversaire, portrait glaçant de Jean-Claude Roman, l'homme qui a tué toute sa famille, femmes et enfants compris, après leur avoir menti sur sa propre vie pendant des années. Celui d'Emmanuel Carrère est imposant et ce n'est pas lui faire injure que de le constater. L'auteur écrit souvent à la première personne, la plupart de ses livres racontent d'autres vies que la sienne, mais il y met toujours un peu de lui. Exemple, le tsunami meurtrier de 2004 qu'il vit aux premières loges au Sri Lanka lui sert de point de départ à un récit plus vaste sur la maladie, le handicap et la mort. Issu de l'aristocratie russe et fils de l'historienne Hélène Carrère d'Ancos, il n'a de cesse de revenir à ses origines. Avec un roman russe, aventure rocambolesque aux confins de la steppe, ou encore dans Limonov, prix Renaudot 2011, un livre somme qui oscille entre l'essai, la biographie et l'analyse de l'URSS en décomposition. Emmanuel Carrère, ou l'écrivain qui sait mettre des mots sur sa folie, ses passions et son histoire, pour en extraire quelque chose d'universel. Bonsoir Emmanuel Carrère. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce drôle d'endroit pour une rencontre. On était à Orly en pleine nuit dans un terminal d'aéroport. C'est un lieu qui vous plaît, qui vous stimule. Moi je trouve ça personnellement absolument magnifique comme endroit. J'aime bien, d'autant qu'au fond ça a un côté, je sais pas, qui évoque l'enfance, qui évoque le général de Gaulle ou Pompidou, les films de Jacques Tati, Rabbi Jacob, La Jetée. Enfin, non, c'est bien, c'est bien. J'étais pas venu à Orly depuis longtemps, mais je suis content d'être à Orly. Quand on se demande ce que vous faites, Emmanuel Carrère, comme métier, réponse écrivain sans aucun doute, écrivain extrêmement populaire aussi, mais vous n'êtes plus romancier. À quel moment avez-vous décidé d'arrêter le roman et pour quelle raison? Je suis pas romancier au sens où j'écris plus de la fiction, j'écris plus des histoires inventées. En même temps, ces livres qui relèveraient de, disons au cinéma, on appellerait ça du documentaire. Je les écris, je les compose absolument comme des romans, et en espérant que les lecteurs en tireront le plaisir qu'on tire de romans. Simplement, leur matériau est un matériau documentaire. Mais pourquoi alors avoir abandonné la fiction? Parce qu'on se dit, c'est le genre illimité, infini par définition. J'ai commencé à écrire de la fiction. Et peut-être que vous êtes senti à l'étroit. Non, je ne me suis pas senti à l'étroit à un moment. Écrivant un livre qui a fini par s'appeler L'Adversaire, qui était un livre sur un fait divers, l'affaire Roman, j'ai commencé par essayer de l'écrire comme une fiction. Et puis j'y suis pas arrivé. J'y ai passé en fait des années à me tortiller, me torturer dans tous les sens. C'est des années qui étaient vraiment pas agréables. Je vais pas m'en plaindre, personne m'a obligé. Et finalement, la forme que j'ai trouvée pour le raconter était la forme qui supposait d'être fidèle aux faits, à la véridicité, sinon à la vérité des faits. Quel est votre rapport aux faits divers? Comme je pense beaucoup de gens, ça fait partie des trucs que je lis en priorité dans les journaux, ou que du moins je lisais parce qu'il y a de moins en moins de place pour les faits divers dans les journaux, ce que je déplore beaucoup. C'est quand même des histoires humainement passionnantes, tragiques. Mon rapport personnel comme auteur, j'ai écrit un livre d'après un fait divers. Je pense que je ne suis pas prêt d'en refaire un autre. Celui-là m'a laissé suffisamment exsangue. Pourquoi ça a été si difficile d'écrire cet adversaire, ce livre sur Jean-Claude Roman, sur ce fait divers précisément? Il y a quelque chose quand même de très très effrayant dans cette histoire, et qui est effrayant parce que c'est à la fois paroxystique, un type qui tue toute sa famille après avoir menti pendant 20 ans, mais en même temps ça touche à quelque chose de très partagé, de très commun, dans le double sens de banal et de partagé. Parce que bien sûr, heureusement, la plupart d'entre nous, on ne tue pas toutes nos familles et on ne ment pas pendant 20 ans. Mais l'espèce de décalage entre, disons, l'image qu'on essaye tant bien que mal de donner aux gens et la pauvre et pitoyable image de soi-même qu'on a, vous voyez, assis sur la cuvette des chiottes la nuit, une nuit d'insomnie,
Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît tous et que c'est le ressort de cette histoire. Et au fond, ça touche à quelque chose de très, très, très commun. J'ai besoin de ça. Au fond, par exemple, une histoire de serial killer, je pourrais pas l'écrire parce que, soit dit, alors là, vraiment, je peux gratter ma conscience, je vois rien en moi d'un serial killer, quoi. J'ai aucune tentation de violer ou massacrer mon prochain. Alors qu'une histoire comme celle de roman, oui, je retrouve, il y a quelque chose de moi, il y a quelque chose, je pense, d'énormément de gens. Pourquoi décrivez-vous, Emmanuel Carrère, la difficulté à écrire un livre, l'adversaire en l'occurrence, en employant le terme de dépression? Parce que je pense que le terme de dépression caractérise l'expérience qu'a vécue Jean-Claude Roman pratiquement toute sa vie. Ou pire encore, je veux dire, je pense qu'il ne s'est même jamais autorisé une dépression. Il y avait une espèce de chose qui était un écran qui empêchait la dépression. Ça l'aurait sauvé, une dépression. Et que moi, j'ai bien dû en passer par là d'une certaine façon en m'approchant de cette histoire. On n'écrit pas impunément un truc sur une affaire comme ça. J'ai l'impression d'une certaine façon de pas vraiment l'avoir choisi, mais d'avoir été choisi par cette histoire. Voilà, qu'à un moment, il m'incombait de l'écrire. Et c'était Laurence d'Arabie qui disait que les seuls livres qui vaillent la peine sont les livres dont l'auteur serait mort s'il ne les avait pas écrits. Heureusement, c'est pas vrai, hein, c'est pas toujours vrai. Heureusement qu'on peut écrire d'autres livres qui ne sont pas absolument des questions de vie ou de mort. Mais pour quelques-uns, c'est vrai. Dans le prologue du Royaume, vous parlez très simplement de ce qui, de l'extérieur, pourrait ressembler, on retrouve le mot, à une dépression extrêmement profonde. Vous le dites, bon, vous êtes un peu paumé, vous savez pas... J'ai un assez fort fond dépressif qui se manifeste à intervalles réguliers, cycliques. Je vis avec. Et je travaille avec aussi. Ça vous accompagne? Oui, enfin c'est affreux, ouais. mais faut vivre avec. Vous allez voir un très grand psy, théoricien de la séance unique, qui est François Roustan. Il a une phrase incroyable sur la phrase, ouais. Sur Roustan, le suicide. Roustan, je vais le voir en lui disant sincèrement que je suis dans un tel état et que je songe au suicide. Et Roustan me répond: écoutez, le suicide de nos jours n'a pas bonne presse, mais quelquefois c'est la bonne solution. Sinon vous pouvez vivre. Ouais, non, faut être costaud pour dire ça. Il faut être costaud, et hardi. Oui. Plusieurs psychanalystes ou psychiatres plus jeunes que Roustan m'ont dit, après avoir lu ça, qu'ils étaient à la fois très très admiratifs et qu'ils oseraient jamais une chose pareille. Vous l'avez bien prise, cette phrase? Elle m'a médusé et je pense qu'elle a eu un effet très puissant. Je me demandais, mais je suis peut-être totalement à côté de la plaque, que le fait de vivre d'autres vies que la vôtre en faisant du portrait était peut-être le meilleur moyen de se supporter soi-même. Est-ce qu'il y a une forme de dialogue comme ça entre votre travail d'écriture et l'état de votre âme? Oui, bien sûr, il y a aussi une chose qui me paraît, à moi, être une des raisons d'écrire des livres. C'est qu'au fond, on est totalement assigné à sa vie. Je veux dire, on est très déterminé par le fait, je sais pas, qu'on est, en ce qui me concerne, un homme plutôt qu'une femme, de tel ou tel âge, né dans tel ou tel milieu, déterminé par culturellement, socialement. Tout ça, c'est très contraignant, c'est très rapetissant, tout ça. Moi, je trouve personnellement que la résidence en moi-même n'est pas confortable du tout. Je m'aime pas beaucoup, ma compagnie me pèse, donc j'ai besoin d'en sortir. J'arrive pas à en sortir assez, d'ailleurs. Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Sur rien, parce que je suis en crise complète. Ça fait 2 ans que j'ai terminé un livre et je suis absolument incapable d'en commencer un autre. Vous êtes lessivé? Non, je ne suis pas lessivé. J'ai l'impression que j'ai besoin de trouver autre chose actuellement. Et là, je ne sais pas vers quoi aller. Et donc, c'est une position... je ne vais pas essayer de vous faire pleurer avec ça. Je fais des trucs, je fais des reportages, je fais des scénarios, des choses comme ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment écrire, quoi. Je sais pas. Vous cherchez ou ça finira par s'imposer à vous? Ouais, non, j'espère raisonnablement que ça finira. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui est très important pour moi, pas nécessairement pour tous les écrivains, c'est ce qu'on appelle un sujet. Il y a des écrivains, et pas des moindres, et des grands écrivains, pour qui le sujet c'est très secondaire, qui s'en foutent, qui peuvent écrire sur tout, sur n'importe... Alors que moi je sais que c'est un travail très long et très tâtonnant et dans lequel le hasard est pour beaucoup, qui fait qu'à un moment je trouve cette chose bizarre qui est un sujet, c'est-à-dire quelque chose,
soit un personnage, soit une situation, soit une histoire qui entre en résonance avec quelque chose de moi, qui soit à la fois suffisamment loin pour que j'ai envie de m'y intéresser, suffisamment près et intime pour qu'il y ait un écho pour moi, et trouver ça, et trouver sa place par rapport à ça, il faut que ça vienne. Je veux dire, ça s'invente pas, c'est pas, on le décide pas. Ouais. Vous craignez de ne pas trouver, justement? Bien sûr. Ouais, bien sûr qu'on craint toujours de plus du tout y arriver, de pas. Surtout que moi, je sais pas faire grand-chose d'autre. Je veux dire, bon, si. Encore une fois, j'aime faire du journalisme et ça m'a souvent tiré d'affaire et quelquefois des reportages sont devenus des livres comme Limonov ou des choses comme ça. Je vais vous lire parce que en préparant cette rencontre et cette conversation, j'ai pensé au livre de Janet Malcolm, Le journaliste et l'assassin. Formidable livre, oui. Livre absolument extraordinaire. Je vais vous demander de quoi il parle, mais je voudrais juste vous lire la première phrase. Je me rappelle la première phrase. Voilà, vous rappelez la première phrase qui est de toute façon une phrase qui a rendu fou la totalité des journalistes. Le journaliste qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face le sait bien, ce qu'il fait est moralement indéfendable. Il est tel l'escroc qui se nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance ou de leur solitude. Il gagne leur confiance et les trahit sans remords. Et elle écrit ça à partir d'une histoire que je vais vous demander de raconter, celle d'un écrivain ayant écrit un livre sur un assassin. Je la raconte à toute allure, c'est-à-dire c'est un type qui est soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille, il est en prison, un écrivain décide de raconter son histoire et fait affaire avec lui pour ça. Le type est condamné, l'écrivain lui dit mais que c'est épouvantable, qu'il est tellement convaincu de son innocence et que vraiment, bon. Et puis le jour où le livre paraît, le type au fond de sa prison découvre que l'écrivain l'a présenté comme une espèce de psychopathe dont il est absolument certain qu'il a massacré toute sa famille. Et ce qui se passe, c'est que le condamné de sa prison fait un procès à l'écrivain, pas en diffamation, en abus de confiance, en disant juste il m'a dit qu'il me croyait innocent et il me dit coupable. Ça pose d'énormes problèmes parce que ça veut dire il y a un tas de situations de reportage où on est bien, où on a plutôt intérêt à avoir l'air d'être un peu d'accord avec les gens qu'on interviewe, sans quoi on aura beaucoup de mal à les interviewer. Vous savez, c'est l'histoire des gens, je sais pas, qui s'infiltrent dans des milieux néo-nazis ou des trucs comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a le droit de faire moralement? Moi, personnellement, je suis plutôt pour jouer carte sur table. C'est ce que je fais toujours. Et par ailleurs, la phrase liminaire du livre de Janet Malcolm, je la trouve brillantissime, masochiste, parce que c'est quand même une grande journaliste, ouais. Et pas forcément vrai. Honnêtement, je ne pense pas qu'un journaliste, enfin d'investigation, tout ça, fasse nécessairement quelque chose d'indéfendable. Je pense qu'à partir du moment où il admet qu'il est partie prenante de ce qu'il raconte, il y a une possibilité d'être dans une position moralement juste. C'est la vôtre, cette position? J'essaye. Honnêtement, je pense que j'ai pu blesser, mais je ne pense pas que j'ai arnaqué quiconque, vous voyez, parmi les gens à qui j'ai consacré des livres. Vous ne prenez pas en traître? Non, je veux dire, par exemple, Édouard Limonov, à qui j'ai consacré un livre, qui est quand même un très drôle de personnage, qui est un extrémiste politique qu'on peut considérer quand même comme très douteux. Un mec comme Limonov considère que les droits de l'homme, la démocratie, c'est exactement l'équivalent du colonialisme catholique à la fin du 19e siècle. Mais je lui ai jamais caché que j'étais pas du même bord que lui, et d'ailleurs ça lui convenait très bien. Comme il est intelligent, il se dit que c'est beaucoup plus intéressant qu'on écrive sa vie, que ça soit écrit par quelqu'un qui n'est pas de son bord, que si c'était écrit par un skinhead de son parti. Ça fait quoi d'être un auteur si populaire, d'avoir un tel lectorat? Si les gens m'ont suivi assez nombreux pour se faire raconter l'histoire d'une espèce d'aventurier russe dont personne n'avait entendu parler, enfin presque personne n'avait entendu parler, et dont tous les gens à qui je parlais de ce sujet me disaient mais ça va pas la tête, ça va intéresser personne. C'est un livre formidable, Limonov. Je vous remercie, mais voilà, c'est quand même des trucs un peu spéciaux, un peu hardis comme sujet. Et le fait que ça puisse être lu, enfin susciter l'intérêt, c'est très encourageant. Ça encourage à plus de hardiesse, à se dire... il y a des mauvais côtés du succès. C'est pas bon pour la santé mentale, ça donne la grosse tête, c'est pas bien moralement. Mais en revanche, ça donne une espèce de confiance pour faire des trucs plus audacieux, je pense.
Au revoir Emmanuel Carrère. Au revoir, Et Nicolas merci Demorand. beaucoup, c'était très agréable de converser dans ce lieu étrange qui est un hall d'aéroport. C'était un plaisir partagé. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.